À la une de ce journal, le chef de l'État est en Angola où il a pris part aux funérailles officielles de l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone. Et la délégation gouvernementale dépêchée pour résoudre la crise interethnique à Kwamouth dans le Maïndomé a pris quelques décisions importantes. Parmi les mesures prises pour le retour de la paix, il y a notamment la suspension de l'administrateur du territoire de Kwamouth. Et dans le monde, au Pakistan, les pluies diluviennes ont causé la mort de plus de 1000 personnes. Le pays s'attend par ailleurs à de nouvelles précipitations dans les jours à venir. Bienvenue à vous tous. À la une de l'actualité, les funérailles de Eduardo dos Santos ont finalement eu lieu ce dimanche en Angola, en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Félix Antoine Tshisekedi. L'ancien président angolais est inhumé au mémorial Augustino Neto. Christian Calongé. Samedi déjà, la population faisait la queue pour rendre hommage à l'ancien président angolais décédé en Espagne le 8 juillet dernier, plus de 5 ans après avoir quitté le pouvoir en mai 2017. Les Angolais ont voulu, à travers ces hommages, honorer la mémoire de celui qui a dirigé leur pays pendant 38 ans. José Eduardo dos Santos aurait eu 80 ans. Ce 28 août, jour des hommages officiels qui se tiennent en présence d'une douzaine de dirigeants étrangers, dont le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du Portugal, du Mozambique et de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Kinshasa retiendra de cet homme d'État son apport et implication pas les moindres dans la résolution de certaines crises en République démocratique du Congo. José Eduardo dos Santos est arrivé au pouvoir en septembre 1979 à la suite du décès du premier président angolais Antonio Agostinho Neto. Ces funérailles se sont déroulées dans un contexte électoral marqué par la réélection de João Lourenço. L'inhumation de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos va intervenir ce dimanche dans la stricte intimité familiale. Et dans l'actualité également en République démocratique du Congo, après avoir écouté toutes les couches sociales impliquées dans le conflit Teke-Yaka dans la province du Maïndomé, la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur a décidé, dans le lot des mesures urgentes, de suspendre de ses fonctions l'administrateur du territoire de Kwamouth. Le conflit en question a fait une dizaine de morts à ce jour. Jean-David Kilolo nous en dit plus. Cette importante délégation gouvernementale venue de Kinshasa a échangé avec les différentes couches de la population de la cité de Kwamouth, chef-lieu du territoire qui porte le même nom dans la province de Maïndombe. Il était question pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières Daniel Asselo, de s'imprégner de la genèse du conflit entre Teke et Yaka. Ensuite, les solutions à mettre en place pour restaurer la paix dans cette partie de la République. Il faut noter que 7 groupes au total, parmi les consultés, notamment les députés nationaux et provinciaux élus de Kwamouth, des chefs coutumiers, la société civile, forces vives de Kwamouth, les confessions religieuses, les notables, comme les autres forces vives, notamment de la société de ces territoires, ont fourni des explications à la délégation gouvernementale qui sont tous surpris de la proportion que prend ce conflit qui au départ n'était simplement qu'un conflit de terres et une réclamation d'une redevance coutumière payée par les Yaka depuis des décennies. Nous avons écouté, nous avons pu effectivement enregistrer tout ce qu'ils ont pu nous faire comme déclaration par rapport à telle ou telle situation, violation des droits humains, situation sociale catastrophique, de morts, ainsi de suite. Nous nous sommes beaucoup plus penchés également sur la question de l'origine de ce qui est arrivé. Nous n'allons pas faire de déclarations par rapport à cela ici. Nous allons faire notre rapport acquis de droit. L'hypothèse d'une main noire a été évoquée. Les témoignages renseignent des atrocités vécues dans ce coin du Maïndombe depuis la première attaque du 10 juin dernier, au cours de laquelle des jeunes armés
des calibres 12 et machettes se sont pris aux villageois de Masiambe, à 42 km de Kwamouth, brûlant maisons et cases. Dès le lendemain, les attaques se sont multipliées. D'abord, Doumou, chef-lieu du groupement Bateke Sud, ensuite Ziémé, où on a compté les premiers morts, Lidoumou, puis Massiaka, qui a d'ailleurs perdu son chef coutumier égorgé par les assaillants. Et en sécurité, les FARDC sont venus à bout des Maï Maï Baraka dans la nuit de ce samedi à Kangouta, près de Butembo. Bilan, 3 miliciens neutralisés et plusieurs armes récupérées par les forces congolaises. On écoute les précisions justement du porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le capitaine Anthony Mwalushai. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, se sont affrontés avec un groupe de rebelles Maï Maï Baraka. C'était dans la nuit du samedi à ce dimanche 2022, c'est le 28 août, dans la localité Kungouta, où nos forces ont pris l'ascendance sur l'ennemi, ont neutralisé au total 3 Maï Maï et récupéré 2 armes de guerre de type AK-47 et à côté de plusieurs lances. Vous êtes sans ignorer que le Maï Maï Baraka sont très actifs ces derniers temps dans la chefferie de Bachou et dans la ville de Butembo. Et Kangouta est situé à plus ou moins 15 km de la ville de Butembo et c'est le même groupe qui a infiltré dernièrement le manifestant anti-MONUSCO dans la ville de Butembo, où nous avons enregistré plusieurs morts du côté force de l'ordre et du côté civil. Donc nous sommes plus que déterminés à en finir avec l'activiste des groupes Maï Maï dans la chefferie de Bachou et aussi dans le territoire de Lubero. La cellule nationale des renseignements financiers a échangé avec les acteurs du secteur public et privé, notamment les banquiers, dans le but de rehausser la cotation de la RDC dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du tourisme. Jenny Kayembe. La RDC s'emploie à améliorer sa cotation pour lutter contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Le secrétaire exécutif de la CNRF, la cellule des communications des renseignements financiers, Adi Kisula Betty Kayeye, a échangé avec les acteurs du secteur public et privé, notamment les banquiers. C'était faire le point sur le progrès que réalise la RDC et notamment nous avons fait allusion aux efforts que le pays doit mener et la collaboration entre le secteur privé et le secteur public en la matière. Il y a toute une série de choses qui ont été mises sur la table pour permettre de renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment le partenariat public et privé. La délégation de l'Union européenne s'est joint également à ces échanges qui ont consisté à chercher les voies et moyens pour que la République démocratique du Congo réponde aux standards internationaux en matière de lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. L'originalité des recommandations du GAFI d'avoir institué à travers la communauté internationale la participation du secteur privé pour aider le secteur public à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'ensemble de ces mesures sont fondées sur la réussite d'un partenariat public-privé. Pour y arriver, la RDC compte sur l'appui et l'accompagnement de ses différents partenaires. Le gouvernement congolais a fait appel à l'île Maurice qui a connu une situation pire que celle de la République démocratique du Congo. Et toujours dans la capitale, les forces de l'ordre continuent leur traque des Kuluna dont les activités décriées ont refait surface dans la capitale. 30 jeunes auteurs de ces actes ignobles ont été arrêtés notamment dans les communes de Bandalungwa et Ngiringiri. Ils ont été présentés au commandant du commissariat urbain de la Funa. C'est un joli coup de filet de la part du commissariat urbain de la Funa qui a mis la main sur une trentaine des jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna, opérant notamment dans la commune de Bandalungwa. Ces jeunes ont été présentés au commandant du commissariat urbain, Carl Lewis Kizumba. Dans son mot, il a appelé les parents
à veiller à l'éducation de leurs enfants pour contribuer à la lutte contre le phénomène Kuluna. Commandant Yolo a présenté Bino. Merci pour la réaction à Bino. C'est pour vous dire que Kuluna ya kokosa azalité. À en croire le commandant du commissariat urbain de la Funa, ces jeunes traqués seront déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Il faut signaler qu'à cette occasion, le commandant du commissariat urbain de la Funa a présenté tous les commandants SIAT auprès de la population. Et après Kanyamaka CC et Congo Central, le service national a procédé en semaine au lancement des opérations de semis des maïs dans les provinces de Kasaï centrale et orientale. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik a personnellement conduit ces opérations. Une mission qui commence par la visite du vaste champ de maïs couvrant des innombrables hectares à Katouambi pour faire du Kasaï central l'une des provinces productrices de maïs. Ici, les semis a déjà débuté pour la saison culturelle des septembre. C'est la joie des paysans en l'honneur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et le service national. Le commandant du service national se montre déterminé à éradiquer la famine dans l'espace Kasaï. Sur la route Kananga-Mbujimaï, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik et son équipe sont en train d'identifier le sol favorable à la culture de maïs. Chemin faisant, le constat est bon. Même Kuna. Arrivé à Miabi, un vaste champ en plein semis de maïs pour la saison de septembre 2022. Les paysans reconnaissent la prouesse de bâtisseurs de service national. C'est bon. Aidez-nous les autres. Attendez, Et un Mbujimaï, Jean-Pierre Kassongo Kabwik livre son secret. Il y a des dépôts qui contiennent 20 000, il y en a 15 000, 12 000, 30 000. Il y a des cargaisons qui arrivent, il y a d'autres qu'on dépose à Monedi, il y a qu'on amène ici. La ville d'Mbujimaï compte plusieurs dépôts contenant de centaines de milliers de tonnes de maïs venus des Kanyamaka CC, résultat des anciens Kuluna devenus bâtisseurs au sein du service national. Et au Nord Kivu, 3 bâtiments de la zone de santé de Kiroche à Massissi ont été réhabilités et équipés en lits et matelas par l'ONG Caritas Développement Goma. C'est dans le but de contribuer aux efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre la malnutrition en RDC et en vue de permettre au pays d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Pacho Kangudama. Ce projet s'inscrit dans le cadre général du plan national de développement sanitaire et le plan stratégique national multisectoriel de la nutrition à travers un engagement commun du gouvernement congolais et ses partenaires techniques et financiers. C'est dans ce cadre que l'hôpital général de référence de Kiroche a vu ses bâtiments réhabilités et équipés par l'ONG Caritas Développement Goma. Il s'agit de 3 bâtiments constitués d'un bloc opératoire, d'une maternité et pédiatrie. Le directeur de cette ONG, Abbé Richard Mouindo, revient ici sur l'importance de ce projet. On a conçu ce projet en tenant compte de la réalité du lieu. C'est pour cela que nous l'avons soumis à Caritas, à la coopération suisse, à travers la Caritas Congo, Kinshasa, et pour nous aider, nous appuyer, pour alléger au moins les souffrances de ces populations de la zone de santé de Kiroche. C'est Madame Priska Luanda, membre du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a coupé le ruban symbolique au nom de l'autorité provinciale. Elle précise que la dotation de ce bâtiment à la zone de santé de Kiroche va contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Autre réalisation à mi-parcours de ce projet, il y a adhésion à la mutuelle de santé de 2000 bénéficiaires qui reçoivent les soins dans les 7 formations sanitaires sous appui du projet et dotation en médicaments pour ne citer que cela. C'est l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, qui a béni les bâtiments avant son inauguration. La dynamique Séraphine Kiloubou est désormais membre de Alliance populaire pour le social. L'adhésion a intervenu lors d'une matinée politique organisée dans la commune de Massina. Jacob Simbi. Le cap pour les échéances électorales de 2023 est fixé. Le samedi 22 août, la dynamique Séraphine Kiloubou a mobilisé ses cadres et militants. Au sommaire,
c'est l'adhésion massive au parti Alliance populaire pour le social. Une adhésion qui a fait bouger le quartier 3 de la commune de Massina dans la ville-province de Kinshasa. Le docteur Trésor Kibachi, président national de l'APPS, a salué la patronne de la DSK qui est caractérisée depuis un bout de temps par les social des Congolais de toutes parts. Le temps est arrivé pour nous de pouvoir nous lever afin de booster notre pays et de placer notre pays dans l'orbite du développement afin que nos enfants, afin que nos parents puissent bénéficier de toutes nos ressources du sol et du sous-sol. Et nous pensons que aussi longtemps que nous sommes ensemble, aussi longtemps que nous partageons les valeurs de la République, notre cher beau pays restera un et indivisible. Remise symbolique des fiches d'adhésion du parti aux différents coordonnateurs de la dynamique adhérente et le secrétaire général de la DSK a quant à lui reçu le drapeau de l'APPS des mains du président national, le docteur Trésor Kibachi. Et en politique, toujours ouvert depuis le 25 août, les 3 jours des travaux de la retraite politique du PRP se sont clôturés hier samedi. Les cadres se sont livrés à des profondes réflexions sur l'avenir du parti mouséiste. Bénédicte Toya. Le parti de la Révolution populaire du fait Laurent Désiré Kabila, à travers son secrétaire général Jules Bandi Moulongo, ouvert officiellement jeudi 25 août dernier le travaux de la retraite politique proprement dite qui s'est clôturé hier samedi 27 août. Plus de 60 cadres se sont mis à l'écart de toute sollicitation pour se livrer à des profondes réflexions sur l'avenir du parti afin de servir la patrie en se référant et en enrichissant la pensée politique de M. Laurent Désiré Kabila par rapport aux réalités actuelles du pays et aux besoins réels du peuple. Au cours de ces 3 jours de travaux, 4 ateliers ont suffi pour ressortir de résolutions idoines. Le jour de mon investiture, le 4 avril de cette année, dans mon allocution, j'avais annoncé l'organisation d'une retraite politique du parti. Nous venons de clôturer la retraite politique. Je ne voudrais pas aujourd'hui déjà livrer les recommandations de cette retraite politique. Il y aura la rédaction du rapport final et dont les recommandations et les résolutions seront publiées devant la communauté nationale et la communauté internationale. Le PRP de M. Laurent Désiré Kabila monte en puissance. Après cette retraite, les résolutions fournies par ce cadre dirigeant du PRP sous le leadership de son secrétaire général seront consolidées et présentées ce jeudi 1er septembre au monde entier, car le PRP reprend son rôle d'avant-gardiste. La population congolaise n'aura qu'un seul partenaire sûr, le PRP. Et dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes filles et garçons de la circonscription de Ngaliema, la fondation Juguel Ongala est descendue au quartier Massissi à Binza UPN pour une séance d'apprentissage de fabrication de quelques produits de grande consommation. Jean-David Kilolo. À quelques mois des échéances électorales, la fondation Juguel Ongala veut imposer sa marque des plus belles manières. Cette fois-ci, c'est la commune d'Ngaliema qui est visée et choisie pour sensibiliser les jeunes à entreprendre afin d'être indépendants et faire la politique autrement. Ce cadre du parti politique ANADEC est venu apporter sa touche pour l'autoprise en charge des jeunes filles et garçons. Devant plusieurs sympathisants qui sont venus l'accompagner et contempler les merveilles de ces jeunes, le seul message est la préparation pour les élections de 2023 et surtout adhérer au parti politique ANADEC. À l'ANADEC, nous disons 2023, ce n'est pas demain, 2023, c'est maintenant, la jeunesse, c'est maintenant. C'est pourquoi nous devons préparer nos troupes en vue d'affronter ces échéances électorales avec une garantie de réussir. Je dis merci à tous les habitants de Tchikapa qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, nous réitérons notre vœu de travailler, alors nous devons travailler dur avec intelligence. Dans les tout prochains jours, la fondation Juguel Ongala et le parti politique ANADEC comptent aller reconquérir d'autres communes pour les échéances électorales de 2023.
Et enfin, à l'international, le Pakistan a déjà enregistré plus de 1000 personnes tuées par les pluies torrentielles qui touchent presque tout le pays. Le bilan a été actualisé ce dimanche et de nouvelles inondations sont attendues dans les jours prochains, chose que craint énormément le pays. Commentaire de Habiba Massoudi. Au Pakistan, les inondations provoquées par le pluie de mousson débutées en juin 2022 ont provoqué la mort de 133 000 personnes, selon le bilan publié dimanche 28 août par les autorités nationales de gestion de catastrophes. Comme chaque jour, depuis 2 semaines, les sauveteurs sont à pied d'œuvre. 2 cimetières, villages et plus de 670 000 habitations ont été détruites ou endommagées à travers le pays. Ces femmes et enfants sont de rescapés. Elles n'ont pas eu le temps de sauver quoi que ce soit. Malgré l'assistance et l'insistance de sauveteurs, même s'il continue de pleuvoir chaque jour, certains refusent de partir et espèrent la protection divine. Les pluies diluviennes ont transformé de rivières en torrents comme dans la vallée de Swat. En quelques secondes, on peut voir l'écroulement de maisons et bâtiments emportés par des eaux déchaînées. Dans plusieurs villes, certains rescapés ont trouvé refuge sur le bord de route. Ils vivent sous des tentes de fortune, nourris par dedans, n'ayant pas un autre issue de secours, exposés à des intempéries et moustiques, de maladies et autres. Pas de médicaments, la faim, et pour couronner le tout, la pluie ne cesse de tomber. Face à ces catastrophes, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État est en Angola, à Luanda, où il a pris part aux funérailles officielles de l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone. En RDC, les drapeaux nationaux ont été mis en berne dans quelques bâtiments officiels, notamment au Palais de la Nation. Et la délégation gouvernementale dépêchée pour résoudre la crise interethnique à Kwamouth dans le Maïndomé a pris quelques décisions importantes. Parmi les mesures urgentes pour le retour de la paix, il y a notamment la suspension de l'administrateur du territoire de Kwamouth. Et dans le monde, au Pakistan, les pluies diluviennes ont causé la mort de plus de 1000 personnes. Bilan actualisé ce dimanche. Le pays s'attend par ailleurs à de nouvelles précipitations dans les jours à venir. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste incontinue.